Bonjour et bienvenue dans votre dernier épisode d'Espace News. Cette semaine, je passerai en revue les dernières nouvelles sur Starbase, la station spatiale de Sierra Space, ainsi que le Moonlander de chez JAXA. Je parlerai également de Mars et des lancements de la semaine. Starbase progresse à un rythme rapide en préparation à l'essai en vol intégré numéro 3. Nous avons vu des réparations sur la plateforme de lancement, y compris certains remplacements et améliorations apportées à la déconnexion rapide de l'alimentation en carburant du vaisseau spatial, qui a été endommagé lors du IFT-2, ainsi que des tests sur le parc des réservoirs. Davantage de réservoirs horizontaux ont rejoint le site de lancement de Starbase en remplacement des réservoirs verticaux, mais aussi pour son expansion future des installations de lancement, comme mentionné précédemment par SpaceX. Ce qui est étrange d'ailleurs, c'est l'installation des renforts verticaux de 2 réservoirs verticaux. Nous avons vu certains de ces réservoirs se déformer, non pas à cause du débris qui les ont impactés, mais plutôt à cause de la forte pression exercée par les 33 moteurs Raptor lors du décollage du premier étage, justement, notamment sur le IFT-2. Le renforcement est donc probablement lié à la pression générée par ces Raptors pour maintenir l'intégrité de ces réservoirs un peu plus longtemps. SpaceX a déjà bien avancé sur le premier étage numéro 10, évidemment, car c'est celui qui volera dans les semaines à venir, mais aussi sur les premiers étages numéro 11 et 12. Vous pouvez maintenant voir le premier étage numéro 13 commencer son stacking, son empilement dans la mégabaie. Et enfin, SpaceX a soumis son rapport d'accident du Starship à la FAA, ce qui signifie que le seul obstacle restant pour le prochain essai en vol est la recommandation de la FAA à l'issue de ce rapport et la mise à jour de la licence de lancement. Sierra Space a l'ambition de construire une station spatiale privée pour remplacer la Station spatiale internationale vieillissante, ainsi que de développer des activités spatiales privées et créer du tourisme spatial. C'est pour cette raison qu'ils développent ce qu'ils appellent Life Habitat, un module spatial gonflable offrant un espace de vie spacieux. Et Sierra Space a déjà testé 2 modules de petite échelle, un avec et un sans fenêtre ou ouverture. Mais cette semaine, ils ont finalement testé avec succès un module à grande échelle, atteignant 77 PSI ou 5,3 bars, avant d'éclater, soit 27% au-dessus de la pression de fonctionnement maximale, incluant également un facteur de sécurité de 4. C'est une très grande étape achevée par Sierra Space, se rapprochant rapidement de cette station spatiale privée. Poursuivons ma quête visant à apporter aux nouveaux arrivants des informations de base sur notre système solaire. Il est maintenant temps de parler de Mars, la 4e planète à partir du Soleil. Elle a été découverte en 1609 par Galilée. On l'appelle la planète rouge car elle est recouverte de poussière d'oxyde de fer, mais porte son nom de dieu de la guerre dans la mythologie romaine car sa couleur rougeâtre rappelle le sang, tout simplement. Mars abrite de nombreux énormes volcans éteints et un des plus grands canyons du système solaire appelé Valles Marineris, le long de son équateur, un nom provenant de l'une des sondes de la NASA qui a découvert justement ce canyon appelé Mariner. Mars a fait environ la moitié de la taille de la Terre en termes de diamètre et possède une atmosphère beaucoup plus mince avec un volume atmosphérique inférieur à 1% de celui de la Terre. Sa composition atmosphérique est de 96% de dioxyde de carbone, 2% d'azote et 2% d'argon.
Il est situé en moyenne à 229 millions de kilomètres, ou 1,5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Un jour martien ou Sol dure 37 minutes de plus qu'un jour terrestre, et une année martienne dure 687 jours terrestres. Mars a une température moyenne de moins de 63 degrés Celsius. Son apesanteur est de 3,71 mètres par seconde au carré, soit 38% plus petite que celle de la Terre. Ainsi, une personne de 100 kg se sentirait comme une personne de 38 kg sur Mars. Il ne possède actuellement pas de champ magnétique global. Cependant, Mars possède des champs magnétiques crustaux très puissants, c'est-à-dire un champ magnétique généré par la croûte planétaire plus de 30 fois plus puissant que celui de la Terre. Il existe encore de nombreuses inconnues concernant les aurores boréales sur Mars, mais des aurores se produisent un peu partout à l'hémisphère nord, tandis que des cas plus rares sont visibles dans l'hémisphère sud. Elle n'a que deux lunes, Phobos et Deimos. Ils sont en forme irrégulière et ont été découverts par l'astronome américain Asaph Hall en août 1877. Mars a suscité beaucoup d'intérêt car cette planète est la plus proche et la moins hostile pour construire une colonie ou au moins une base. Donc de nombreux pays ont envoyé des sondes et des rovers sur cette planète rouge. C'est pourquoi nous en savons beaucoup plus sur Mars que toutes les autres planètes de notre système solaire. La NASA a même réussi à faire voler un hélicoptère dans une atmosphère aussi ténue, une tâche d'ingénierie qui est loin d'être facile. Cet hélicoptère, d'ailleurs baptisé Ingenuity, a effectué 71 vols sur 1000 sols, ou moins de 1000 jours, mais a malheureusement cassé une de ses pales en composite cette semaine, mettant la fin du vol en hélicoptère sur Mars. Repose en paix, Ingenuity. Même si Mars était autrefois plus humide, plus chaude et plus habitable qu'aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas encore découvert la vie sur Mars. Les recherches se poursuivent avec des différents rovers et un programme de récupération d'échantillons martiens prévu dans les prochaines années. Néanmoins, Elon Musk a fait de SpaceX sa mission de coloniser Mars et a même baptisé sa Starbase la Gateway to Mars ou Porte vers Mars. J'ai couvert la semaine dernière le départ avec une Falcon 9 de la mission Axiom 3 avec 4 astronautes. L'équipage est arrivé finalement cette semaine à l'ISS et ont déjà commencé tous les tests qu'ils avaient à faire et pour les prochaines 2 semaines. Vous vous souvenez peut-être dans mon épisode précédent que le Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM en abrégé, a atterri sur la surface de la Lune. Vous pouvez voir d'ailleurs les images prises par SLIM avant et juste après l'atterrissage. L'agence japonaise d'exploration aérospatiale JAXA ainsi que l'université d'Aizu et l'université de Ritsumeikan ont publié des images capturées par la caméra multibande embarquée à bord du SLIM. D'ailleurs, SLIM a réussi à éjecter 2 petits robots appelés LEV 1 et LEV 2. La première bonne nouvelle est que les 2 robots se déplacent à la surface de la Lune et communiquent directement avec la Terre à environ 380 000 km de distance. Il est impressionnant de voir que le LEV 2 ne pèse que seulement 2,1 kg et transmet de si loin, qui est une prouesse technologique quand même. La deuxième bonne nouvelle est que SLIM atterrit en douceur à 55 mètres de sa cible prévue. L'objectif était d'atterrir à moins de 100 mètres de cette cible, ce qui constituait un exploit considérable dans un atterrissage guidé aussi délicat. La mauvaise nouvelle, malheureusement,
est que l'atterrisseur a atterri sur le nez plutôt que sur le côté ou sur le ventre. Avec ses panneaux solaires actuellement orientés à l'ouest plutôt qu'au nord, ce qui suggère qu'il existe une possibilité de production d'électricité et donc de récupération de slim quand les conditions d'éclairage solaire s'améliorent avec le temps. JAXA pense que cela était dû à un dysfonctionnement de l'un des moteurs. Tout n'est pas perdu et encore bravo JAXA. Le 20 janvier, la force aérospatiale du corps de la garde révolutionnaire islamique a lancé un Qaem-100 depuis son site d'essai de missiles de Shahrud, en Iran, déployant avec succès un satellite Soraya de 50 kg à une altitude de 750 km. Le 23 janvier, CAS Space a lancé sa troisième fusée Kinetica 1 depuis le Zhonghuan Satellite Launch Center en Chine, avec 5 satellites à bord, le Tianjin 103, 202, 204, 302 et 403. CAS Space est une jeune société chinoise de lancement spatial commercial fondée seulement en 2018 et détenue en partie par l'Académie chinoise des sciences. Il est situé à Guangzhou en Chine et cette société a également mentionné son intention de développer la deuxième génération de Kinetica 2 réutilisable pour un premier lancement prévu en août 2025, mais elle souligne également que la première étage de réusabilité ne sera pas disponible avant 2028. Le 24 janvier, SpaceX a lancé 22 satellites Starlink V2 Mini sur une orbite terrestre basse circulaire à 530 km d'altitude et 53 degrés d'inclinaison pour sa mission groupe 711 à bord d'une Falcon 9 depuis son complexe de lancement spatial 4E de la base de la Force spatiale à Vandenberg en Californie. Le premier étage a atterri pour sa 16e fois à 642 km sur le drone ship Of Course I Still Love You. D'ailleurs, cette fusée a été retardée plusieurs fois et d'ailleurs la fusée précédente également parce qu'en ce moment il y a un temps assez mauvais en Californie. Je vous présente l'équipage de Virgin Galactic 6, Lina Borozdina de nationalité ukrainienne et américaine, l'américain Robbie Vaughn, l'autrichien Franz Heider et enfin l'américain Neil Cornswit. Le 26 janvier, le Spaceship Two a décollé du Spaceport America pour son 6e lancement aérien commercial vers un vol suborbital au-dessus du désert de Sierra County au Nouveau-Mexique. Avant de vous laisser, regardez cet incroyable festival de couleurs prise par le télescope spatial James Webb de la nébuleuse connue sous le nom de N79 dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de notre Voie lactée. N79 est un complexe massif de formation d'étoiles s'étendant sur environ 1630 années-lumière ou 1,5 quintillion de kilomètres dans la région sud-ouest principalement inexplorée. Pour nos nouveaux arrivants, un quintillion équivaut à 1 milliard de milliards. Ce qui est particulier avec cette nébuleuse, c'est que les chercheurs pensent que sa formation d'étoiles se produit beaucoup plus rapidement que ce que l'on avait remarqué sur les nébuleuses précédentes, telles que 30 Doradus, mentionnées précédemment dans l'un de mes épisodes. Webb offre désormais aux astronomes la possibilité de comparer et de contraster les observations de la formation d'étoiles dans N79 avec les observations approfondies du télescope sur les galaxies lointaines de l'univers primitif. Le motif distinct en étoile entourant cet objet brillant est une série de pointes de diffraction, dans ce cas 6, qui sont des artefacts de la conception du télescope qui ne se produisent que lorsque la source de lumière est très brillante.
Merci d'avoir regardé cet épisode d'Espace News. Je vous souhaite un excellent week-end et semaine. Je m'appelle Christophe Paget et à la semaine prochaine. Au revoir.